Je suis honorée de passer la parole à Madame Wargon. Merci beaucoup. Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, Madame la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, chère Catherine Chevillot, qui m'avait accueillie ce matin même pour la démarche Habiter la France de demain, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous auprès de la ministre de la Culture à l'occasion du lancement de la 6e édition des Journées nationales de l'architecture qui coïncide avec la restitution que nous avons faite ce matin, ici même, de la démarche Habiter la France de demain. Cette concordance des temps est un symbole fort, à l'heure où la crise sanitaire a accentué la demande des Français pour des logements de qualité dans des villes de qualité. La crise et les bouleversements que nous vivons ont amplifié les critiques sur la qualité de vie dans les grandes villes, une demande plus importante d'accès à la nature, au paysage, une densité jugée oppressante, la lutte contre la ségrégation spatiale. Elle a amplifié les attentes sur la qualité du logement lui-même, sa taille, pour pouvoir y travailler, son confort, sa luminosité, la présence ou non d'espaces extérieurs. Elle a renforcé l'aspiration déjà grande à la maison individuelle, tout en donnant une nouvelle attractivité aux villes moyennes. Travailler sur la politique du logement, c'est travailler d'abord sur son insertion dans son quartier, dans sa ville, dans son paysage. C'est la raison pour laquelle la politique du logement est en fait à la rencontre de la politique de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'architecture, des paysages et forcément du patrimoine. Le logement est certes au cœur des préoccupations des Français, mais la demande de logement telle qu'elle s'exprime aujourd'hui se confronte à nos enjeux environnementaux, la nécessité de sobriété foncière, de préserver nos sols et nous oblige ainsi à inventer un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, j'ai eu l'occasion d'essayer de l'esquisser ce matin avec tous nos partenaires. Pour le dire très brièvement cet après-midi, chère Roselyne, c'est un modèle fondé sur deux principes qui sont indispensables l'un à l'autre, l'intensité au sens densité, au sens intensité en service, intensité en lien social, et la qualité. Et la qualité, c'est d'abord la qualité esthétique, c'est d'abord le beau, c'est d'abord l'insertion dans les paysages, c'est d'abord le respect du patrimoine. C'est ensuite la qualité d'usage, ne pas transiger sur les mètres carrés minimum, ne pas transiger sur l'accès à la lumière, la double exposition, l'accès à un espace extérieur, la modularité. Et c'est en fait, enfin bien sûr, la qualité environnementale. Ces deux principes se déclinent sur une dizaine d'enjeux que je ne vous rappellerai pas cet après-midi, autour de l'appropriation, parce que cette bataille culturelle, elle ne peut pas être menée seulement par l'État, elle ne peut pas être menée seulement par les élus, elle ne peut pas seulement être menée par les professionnels, par les constructeurs, par les promoteurs. Elle doit être menée par nous tous, elle doit rentrer dans le débat public, ça doit devenir un sujet politique, donc appropriation culturelle et partenariat renouvelé avec les élus locaux, accessibilité au sens économique du terme, un logement, un aménagement abordable, parce que le beau doit être accessible et qu'on ne peut pas opposer des programmes exceptionnels pour les plus favorisés avec des programmes sur lesquels on transigerait en matière de qualité pour ceux qui ont moins de moyens. Et ensuite, adaptation, évolution. Nos pratiques changent, notre manière de vivre change, notre manière de consommer, de nous transporter, de travailler change. Et donc l'adaptabilité est importante. Et nous qui travaillons avec une vision en silo dans nos documents d'urbanisme, dans nos permis de construire, où un bâtiment est forcément soit un immeuble de bureau, soit un immeuble d'activité commerciale, soit un immeuble de logement, nous devons passer à des bâtiments beaucoup plus modulables, beaucoup plus adaptables, savoir transformer, savoir faire avec l'existant, savoir faire avec le déjà là, réinventer à partir de ce qui est déjà présent et faciliter ces évolutions naturelles en essayant d'être plus polyvalents. Ces exigences sont importantes, elles sont en fait en réalité assez consensuelles dans la sphère des acteurs, des sachants. Elles sont à partager avec les Français et je crois que ces journées de l'architecture et l'appel à manifestation d'intérêt que vous avez souhaité, Madame la Ministre, après le rapport que nous a remis Pierre-René Lemas, sera l'occasion de partager ce sujet, d'en faire un sujet général, collectif, évident, pour passer à un nouveau modèle. Je vous remercie. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse peut-être de saluer la maîtresse des lieux, Catherine Chevillot, de nous recevoir dans cette magnifique cité de l'architecture et du patrimoine, de te saluer, cher Emmanuel, cher ministre, de saluer, j'ai pas détecté tout le monde parce qu'avec les masques, moi qui suis déjà frappée de prosopagnosie, ça veut dire tout simplement que je ne suis pas physionomiste. Je suis heureuse de saluer Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bon, elle doit être là. Le président de l'Académie d'architecture, Pablo Katz. Le président de la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, des CAUE, cher Joël Beaugrasset, Madame la présidente du réseau des maisons de l'architecture, Anne-Sophie Kerr, cher Pierre-René Lemas, je me demandais si vous étiez là et tout d'un coup j'ai vu votre chevelure blanche, je me suis dit, il est bien là. Mesdames et messieurs les directrices et directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture, mesdames, messieurs. Oui, c'est vrai, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce cadre magnifique pour lancer officiellement ces journées nationales de l'architecture. Pendant 3 jours, autour du thème « Fécond, vivre ensemble », cet événement sera l'occasion de mieux faire comprendre l'architecture et le rôle des architectes. Merci Emmanuel pour les mots que tu viens de prononcer. Notre présence commune aujourd'hui constitue un symbole fort à travers un travail que nous avons commencé depuis notre arrivée au gouvernement. Ce travail montre qu'il n'y a pas de politique de logement digne de ce nom sans politique de l'architecture. Et inversement, la politique de l'architecture portée par le seul ministère de la Culture n'a de sens que si elle est mise concrètement au service des habitants de ce pays pour améliorer le cadre de leur vie quotidienne. Je voudrais pour commencer partager avec vous cette conviction simple. Nous n'avons jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui d'architecture et d'architectes. La crise sanitaire que nous venons de traverser, et qui n'est peut-être pas complètement derrière nous, a rendu évidentes des évolutions que la crise n'a pas créées, mais qu'elle a accélérées. L'exigence du respect de l'environnement, du développement durable, s'est imposée comme la priorité absolue. Dans le même temps, la recherche d'une meilleure qualité de vie, qui passe notamment par davantage d'espace, s'est faite plus pressante après l'expérience du confinement. L'architecture est au croisement de ces préoccupations. Je serais presque tentée de dire que le problème politique principal auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est celui de l'habitation. C'est pour cela, cher Emmanuel, que je me sens particulièrement en sympathie avec l'intitulé du programme que vous portez, « Habiter la France de demain ». Comment mieux habiter la France? C'est bien là la question. Comment concevoir des espaces de vie plus confortables, plus pratiques, mais également plus beaux? Tu as raison d'insister sur ce terme de beauté. J'aurais bien aimé transformer la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, beauté, finalement, avec désormais l'idée que le lieu où l'on vit peut, doit être aussi celui où de temps en temps on travaille. Comment vivre davantage dans et avec la nature? Comment également nous réancrer dans l'histoire des lieux où nous vivons, redonner à notre existence une certaine profondeur temporelle? Comment enfin sortir de notre isolement, d'une forme d'individualisme pour imaginer des lieux où nous soyons davantage ensemble? Aspiration à une meilleure qualité de vie, besoin de se réancrer dans l'espace et dans le temps et de renouer avec les autres. À toutes ces nouvelles préoccupations, l'architecture apporte des réponses. En sillonnant la France depuis un an en tant que ministre à nouveau, j'ai été impressionné de constater combien les architectes avaient anticipé ces changements et revu leur façon de voir et de faire. Un nouveau paradigme de l'architecture est en train de se constituer, pleinement en phase avec les attentes de la société, ouvrant des perspectives, apportant des solutions. La récente attribution du prix Pritzker à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, chantre de l'économie de moyens, en est une éclatante manifestation et le signe que l'architecture française est décidément sur la bonne voie. Ce que nous voyons émerger à l'heure actuelle, en effet, c'est d'abord le souci d'une architecture plus économe en matériaux, plus respectueuse de l'environnement.
Une architecture qui, par conséquent, privilégie systématiquement la rénovation et la réhabilitation de l'existant, évitant le plus possible les opérations destruction-reconstruction qui, il faut l'avouer, ont longtemps constitué la norme. Les exigences écologiques rejoignent ici le respect que nous devons au patrimoine et le besoin que j'évoquais il y a un instant d'inscrire nos vies dans le temps long. Chaque fois qu'un bâtiment est détruit, c'est un morceau du passé dont nous nous coupons. Que l'on songe par exemple à la fameuse cité-jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Sa préservation est tout à la fois une nécessité environnementale et un impératif patrimonial. Un hommage rendu à l'histoire des utopies ouvrières qui ont, parmi tant d'autres choses, fait de notre pays ce qu'il est. Mesdames, Messieurs, 70% de notre environnement bâti a été construit après 1946. C'est colossal. Or, vous le savez bien, beaucoup de ces édifices modernes, qui n'ont pas toujours été conçus pour être réparés d'ailleurs, arrivent à une forme d'obsolescence. Le défi que nous devons collectivement relever est de parvenir à donner une nouvelle vie au maximum d'entre eux, à inventer pour eux de nouveaux usages au moyen d'une adaptation intelligente, exploitant les ressources du bâtiment. L'enjeu est considérable. C'est un enjeu de civilisation. Notre avenir ne sera pas le même selon que nous saurons ou pas relever un tel défi. Il ne serait pas question, bien sûr, de tout conserver. Je vois bien les tendances de cette tendance très, très contemporaine à tout patrimonialiser, à refuser toute forme d'oubli. Elle s'apparente au bout du compte à cette peur de l'avenir dont nous voyons les ravages. Les architectes qui sont des créateurs, qui pensent toujours plus à demain qu'à hier, doivent nous en préserver, mais pas au prix de la table rase, pas au prix du gaspillage de nos ressources. Dans ce chantier considérable, je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous, en particulier sur le Conseil national de l'Ordre des architectes. Chère Christine Lecomte, qu'elle lève la main, que je la reconnaisse, là. Ah, bah elle est tout au fond, là. Bah oui, venez par devant, Christine. Et je crois que nous travaillons la main dans la main. Cette promotion d'une architecture plus sobre nécessite un effort collectif de prospective déjà engagé au travers du programme de recherche Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle, lancé en 2016. C'est un programme qui s'achève cette année et il aura été marqué par l'intense mobilisation de nombreux laboratoires de recherche en architecture et je tiens à les en remercier. Cet effort se poursuit avec ce matin, par exemple, l'ouverture des premières assises nationales des écoles nationales supérieures d'architecture sur le thème « Transformer l'intervention de l'architecte sur l'existant ». Je suis très heureuse de voir les étudiants, les chercheurs, les professionnels, les collectivités locales s'associer pour penser ensemble le rôle de la réhabilitation du bâti dans la dynamisation de nos territoires. Les collaborations sont déjà mises en place dans le cadre du plan Action Cœur de Ville et elles sont très prometteuses. L'évolution de l'architecture implique évidemment l'évolution du métier de l'architecte, dont les connaissances techniques évoluent, s'enrichissent, que ce soit dans l'usage des matériaux biosourcés, la pratique du réemploi. Son intervention change de nature et il est de plus en plus appelé à travailler en amont des projets, en relation étroite avec les habitants, mais aussi avec les collectivités, pour tenir compte au mieux de leurs pratiques, de leurs besoins. Il faut également, et c'est un point important, que le rôle de l'architecte puisse être reconnu dans des domaines où jusqu'à présent il n'avait pas sa place. Je pense en particulier à la prescription de travaux lors des rénovations thermiques, car la lutte contre les passoires énergétiques ne peut se faire sans la prise en compte de la dimension patrimoniale et de la qualité du bâti. On ne peut pas opposer protection de l'environnement et préservation du patrimoine. Les deux objectifs sont indissociables. Notre enseignement de l'architecture se doit de répondre à ces nouvelles dynamiques. C'est pourquoi il est au centre de toutes nos attentions.
J'ai déjà eu l'occasion à l'ENSA de Nancy, notamment, de détailler notre action en faveur de la qualité de vie étudiante, de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, qui concerne également l'enseignement supérieur de l'architecture. Je voudrais évoquer avec vous plus précisément la question de l'évolution de l'enseignement dans les ENSA. À la suite de la mobilisation dans les écoles en début de 2020, un premier rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles m'a été remis qui tirait les leçons de la mise en œuvre de la réforme de 2018. Nous nous sommes appuyés sur ces conclusions pour dégager un plan d'action qui permette le développement attendu de la recherche académique et appliquée, tout en obtenant des moyens nouveaux. 2,5 millions de crédits de fonctionnement nouveaux ont été alloués, tandis que 4 millions d'investissements supplémentaires nous permettront de soutenir les projets immobiliers de l'ENSA Toulouse et de l'ENSA Marseille, en complément des 60 millions de crédits déjà obtenus dans le cadre du plan de relance. J'ai commandé en parallèle un second rapport sur les conditions d'enseignement et de déroulement de la formation, dont j'attends la remise pour la fin de l'année. Nous installerons également le 15 novembre prochain, dans ce même lieu, je ne m'en lasse pas, l'Observatoire de l'économie de l'architecture. Cette structure, préconisée par le rapport « Valeurs de l'architecture », voit ainsi le jour après 1 an de préfiguration. Elle permettra d'adapter la formation dispensée dans les ENSA à la réalité du marché du travail de l'architecture, tout en nous apportant des données et des connaissances précises sur cette filière. Elles font aujourd'hui défaut, ces connaissances, pour mieux la soutenir et tirer toutes les conséquences de la crise sanitaire qui a durement touché la profession. Cet observatoire sera constitué d'un comité d'orientation associant les acteurs de la filière et les ministères partenaires, ainsi que d'un comité scientifique et d'un comité de suivi. Des commissions thématiques investiront les sujets prioritaires définis par le comité d'orientation, dont 3 sont déjà identifiés. L'étude de la structuration économique des entreprises de l'architecture, la formation en architecture et l'adaptation des formations dispensées, enfin le soutien à l'export. Sur ce dernier point, la filière architecture peut compter depuis 18 mois sur la réactivation du comité interministériel de l'architecture à l'export, Comarex. Coucou, M. Lemar. Cette structure associant ministère de la Culture, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères permet d'assurer la promotion de notre savoir-faire d'exception à l'international. Plus largement, sur le plan économique, l'architecture est pleinement intégrée à la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives que je porte depuis mon entrée en fonction. Cette dynamique se traduit, entre autres, par des actions financières, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, pour renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises et accompagner leur transition numérique. Début septembre, la Caisse des dépôts et consignations a ainsi lancé des appels à manifestation d'intérêt sur la numérisation du patrimoine et de l'architecture ou encore les alternatives vertes auxquelles je vous encourage bien sûr à répondre. Enfin, un mot sur notre engagement dans l'initiative européenne du New European Bauhaus. Annoncé par la présidente de la Commission européenne en janvier dernier, ce programme sur les espaces de vie et sur l'architecture se structure autour de 3 exigences qui rejoignent les priorités que j'ai annoncées tout à l'heure. Durabilité, esthétique, inclusion. Nous avons pu constater au cours de nos travaux un consensus européen sur l'urgence de remettre l'usager et son bien-être au cœur de l'aménagement des lieux de vie. Cette dynamique assurera un effet amplificateur à nos propres politiques publiques en matière d'architecture, axées sur le renouvellement des processus de construction autour de la figure centrale de l'architecte, dont les missions d'intérêt général doivent être réaffirmées. Bon, tout ça, j'en conviens, peut sembler un peu théorique. Mais à la suite de la promulgation de la loi Élan et des interrogations, des inquiétudes, je les connais, inquiétudes suscitées dans le monde de l'architecture, certains ont pu souhaiter que le législateur,
le pouvoir réglementaire remette l'ouvrage sur le métier. Même si certaines évolutions réglementaires peuvent être nécessaires, ce n'est pas la voie que nous avons privilégiée dans un premier temps. La bonne réponse, c'est l'action. Ce faisant, nous réussirons à convaincre de l'importance de l'architecture dans la chaîne de construction, de son utilité réelle au service de la collectivité. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec toi, Emmanuel, décidé de poursuivre la principale préconisation de l'excellent rapport qui nous a été remis par Pierre-René Lemas en février dernier, en lançant une grande expérimentation sur la qualité du logement social. C'est le programme Engagé pour la qualité du logement de demain que nous inaugurons aujourd'hui. Cet appel à manifestation d'intérêt retiendra 100 projets qui bénéficieront d'un saut d'excellence. 20 d'entre eux feront l'objet d'un accompagnement spécifique au sein d'un incubateur. Une des innovations de ce programme réside, comme nous y avait engagé d'ailleurs Pierre-René Lemas, dans sa capacité à interroger l'ensemble de la chaîne de production du logement. Les initiatives distinguées par le sceau d'excellence seront naturellement valorisées par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, chère Catherine. Et je tiens d'ailleurs à vous en remercier, vous et vos équipes, pour votre investissement constant en faveur de notre architecture, ainsi que pour leur accueil cet après-midi. Des Journées nationales de l'architecture elle-même. Ce sont plus de 1000 événements qui sont organisés partout en France par les CAUE, les maisons de l'architecture, les villes et pays d'art et d'histoire, les écoles nationales supérieures d'architecture et puis de très nombreux professionnels désireux de présenter leur savoir-faire. C'est une mobilisation admirable et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui permettent ainsi tous les publics d'aller à la rencontre des architectes, de découvrir, souvent à proximité de chez eux, leurs réalisations remarquables. Je me réjouis de voir se prolonger ce programme Lever les yeux, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. J'ai d'ailleurs fait un déplacement avec Jean-Michel Blanquer sur ce thème. Les élèves, de la maternelle à la terminale, partiront une fois de plus à la rencontre de nos sites patrimoniaux pour apprendre à lire l'architecture, à décrypter le paysage et déchiffrer leur environnement. Ces journées donneront l'occasion à chacun et à chacune de prendre la mesure du formidable réservoir de compétences que représente l'architecture dans notre pays, alliage d'une vision culturelle et de savoirs techniques sans cesse renouvelés qui accompagne et donne corps aux évolutions de notre société. Il ne me reste plus, cher Emmanuel, qu'à t'inviter à ce que nous dévoilions ensemble le sceau d'excellence de ce beau programme. Les projets qui en seront porteurs serviront d'exemple à la transformation de notre architecture. Ils inspireront de nouvelles pratiques au service d'un logement plus respectueux de l'environnement, en adéquation avec les nouvelles exigences de nos concitoyens. Je me réjouis également de féliciter en votre compagnie la relève de la profession, les jeunes architectes et paysagistes distingués dans le cadre des AJAP, ainsi que les lauréats du prix des jeunes urbanistes. Vive les Journées nationales de l'architecture et vive l'architecture. Merci. Bon, bah, il reste à applaudir, là. C'est bien. Parfait. Merci à vous.